je vais refaire avec vous le TD sur la prévision. Alors, dans cette partie-là, il faut connaître à la fois toutes les réactions qu'on a apprises et tous ces cycles par cœur. Pour la lecture, ça suffisait de connaître les types de réactions pour s'en sortir, mais par contre, pour prévision, il faut vraiment tout connaître. Donc, votre méthode pour la lecture, vous la mettez de côté. Je vais vous apprendre comment on fait une prévision. Donc, du coup, comment ça se passe? On a un substrat A qui va se transformer en un produit X par plusieurs réactions successives. Et en fait, notre but, c'est de prédire toute cette séquence qui est ici. Juste en regardant le substrat et le produit, on va les comparer. Et pour les comparer, en fait, il faut identifier ce qu'on appelle les processus majeurs. C'est-à-dire, c'est les types de chaînons qu'on peut prédire. Je les ai listés juste ici. Il n'y a pas d'ordre particulier à respecter, c'est juste qu'on m'a appris à faire comme ça, dans cet ordre-là, donc je le fais dans cet ordre-là. Alors, du coup, on va regarder le squelette carboné du substrat et du produit pour savoir s'il y a une synthèse de squelette et une rupture de squelette. Il faudra aussi préciser le type, les types que j'ai rappelés. Et en fait, on peut le voir juste en regardant le produit, ou bien même le substrat. Voilà, on peut deviner quel type de synthèse de squelette et de rupture de squelette juste en regardant. Vous allez voir, on va faire un exercice. Ensuite, on va regarder les redox pour savoir s'il y a eu des oxydations ou des réductions. Ensuite, on va observer s'il y a eu des hydrolyses et des condensations. C'est vraiment très très visible sur le produit. Donc voilà. Voilà, c'est ça les processus majeurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les processus mineurs, comme la transamination, hydratation, déshydratation, tautomérie, mais on ne peut pas les prédire. Pas vraiment les prédire. Peut-être que dans les exercices, on aura transamination, hydratation, mais on ne peut pas prédire ça. Donc voilà, on ne peut que prédire les processus majeurs. Donc, on va commencer par l'exercice 1A. Alors, on a la valine qui a réussi à se transformer en propionyl-CoA grâce à plusieurs réactions successives. Donc, du coup, la question A, elle nous demande d'établir les processus majeurs. Alors, dans ma fiche, on commence par le squelette carboné. Donc on va compter le nombre de liaisons CC en substrat et en produit. Donc 1, 2, 3 et 4 liaisons CC. Dans le produit, on a 2 liaisons CC. Donc ça fait que on est passé de 4 à 2. Donc il y a eu 2 ruptures de squelette. Mais il faut dire quel type de rupture de squelette. Et comme je vous l'ai dit, ça se voit très très bien dans le produit. On a 2 dioxydes de carbone qui ont été produits. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 ruptures de squelette par décarboxylation. Donc voilà, on a réussi à identifier un processus majeur, même le nombre de ruptures de squelette par décarboxylation. Ensuite, les redox. Donc ce qu'on va faire, c'est compter le degré de fonction du substrat et des produits. On va faire la formule degré de fonction du produit moins degré de fonction du substrat et ça va nous donner exactement le nombre d'oxydation ou de réduction. Donc je vais vous montrer. Alors, on va compter le nombre de liaisons CC, on l'a déjà fait. Ici, il y en a 4. Ensuite, le nombre de liaisons CO, 1, 2, 3. Le nombre de liaisons CN, il y en a un seul. En fait, je dois compter le nombre de liaisons CC et le nombre de liaisons carbone hétéroatomes pour faire le degré de fonction pour rappel. Donc voilà. Alors, du coup, c'est exactement ce que j'ai dit et j'ai additionné tout ça et ça donne un degré de fonction pour le substrat qui est égal à plus 8. Ensuite, pour le produit, on a 2 liaisons CC comme on l'a dit. On a 2 liaisons CO ici. Parce qu'il faut imaginer qu'il est comme ça. Voilà, 1, 2. Donc 2 liaisons CO et 1 liaison CS. Donc voilà, hop, je le note ici. Alors, j'ai additionné tout ça et ça donne plus 5. Ensuite, il faut compter celui-là aussi, c'est aussi un produit. Un dioxyde de carbone, c'est comme ça, pour rappel.
Donc un seul dioxyde de carbone, c'est 1, 2, 3, 4 liaisons CO. Mais comme on en a 2, il faut faire 4 fois 2. Donc ça fait 8. Et donc du coup, j'additionne 5 plus 8, plus 13. Donc voilà, on a notre degré de fonction du substrat, notre degré de fonction du produit. Maintenant, il faut faire la formule de la variation du degré de fonction. Du coup, le df du produit moins le df du substrat. Donc plus 13 moins plus 8, ça donne plus 5. Donc grâce à ça, on a pu prédire qu'il y aura 5 oxydations. Si ça avait été moins 5, ça serait 5 réductions. Voilà. J'ai réussi à prédire une condensation parce qu'en fait, j'ai comparé ces deux-là et j'ai vu qu'il y a un S-CoA qui est apparu. Il s'est condensé, donc ça veut dire qu'il y a une condensation. Voilà, donc on peut prédire une condensation d'un HS-CoA parce qu'il y a un S-CoA qui est fixé sur le produit final. Il n'y a pas d'hydrolyse. Si on avait une ou plusieurs hydrolyses, ça serait visible sur le produit. On aurait par exemple propionyl-CoA plus CO2 plus HS-CoA ou bien plus ATP. Voilà, en fait, ça se verrait sur le produit que quelque chose a été enlevé. Donc voilà, je vous ai mis la correction ici, si ça vous intéresse. Ensuite, on passe du coup à la question B. Donc j'ai repris l'acide aminé, la valine. Voilà, je l'ai juste resimplifié ici. Et en fait, quand vous voyez un acide aminé, vous vous cassez pas la tête. Sauf indication contraire dans l'énoncé, quand vous avez un acide aminé, vous commencez toujours par faire une transamination et vous enchaînez directement avec une décarboxylation oxydative. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on a un acide aminé qui va échanger son amine avec l'alpha-KG. L'alpha-KG possède une cétone. Il va donner sa cétone à l'acide aminé. C'est un G, excusez-moi. Et du coup, l'alpha-KG va se transformer en glutamate. Voilà. Donc lui, il aura un groupement amine et lui, il aura un groupement cétone. Voilà, ils ont fait un échange. Donc voilà. La réaction, c'est une transamination. L'enzyme, c'est une transaminase. Coenzyme PLP. Il faut l'écrire entre parenthèses comme ça, si vous avez le temps de l'écrire. Et c'est toujours réversible. Transamination, c'est acide aminé à alpha-cétoacide ou bien alpha-cétoacide à acide aminé. Voilà, les deux, ça s'appelle transamination. Donc voilà, comme je l'ai dit, un acide aminé, après une transamination, ça forme forcément un alpha-cétoacide. Et cet alpha-cétoacide, il va subir une décarboxylation oxydative. C'est vraiment spécifique aux alpha-cétoacides. Donc, du coup, ce qui va se passer dans une décarboxylation oxydative d'un alpha-cétoacide, on a d'abord une rupture de squelette, ici. Donc, du coup, on a un CO2 qui part. Ensuite, on a une oxydation d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3 via le coenzyme, à l'aide du coenzyme NAD+. C'est pas très joli, mais du coup c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Rupture de squelette, oxydation et condensation de la HS-CoA. C'est comme ça qu'on fait une décarboxylation oxydative. Ok. Donc du coup voilà, le HS-CoA quand il est rentré, du coup il s'est fixé ici. On a eu l'oxydation, degré de fonction 2 à degré de fonction 3. Et ouais, c'est tout. Voilà. On a vu qu'il y a un CO2 qui s'est barré, donc voilà, c'est bon. Donc l'enzyme, c'est un complexe des hydrogénases. Les coenzymes, il y en a 5. NAD+, HS-CoA, LIPSS, TPP, FAD. Et c'est toujours irréversible, pardon. Voilà. Donc, voilà, on en est à ce résultat-là. Est-ce qu'on a fini?
on se rend compte que non, en fait, on n'a pas fini parce que ça ressemble pas encore au produit final. Le produit final, il a que 2 liaisons CC. Or là, pour le moment, on a 3 liaisons CC. Donc en fait, ça me dérange. J'ai envie de le retirer. Je sais que d'après mes prévisions, il me reste une rupture de squelette par décarboxylation à faire. Alors, est-ce que je peux décarboxyler ça? Non, parce que c'est pas un CO2. Donc du coup, en fait, il faut trouver un moyen de transformer ce CH3 en COO-. Et alors, je vous donne la réponse juste ici. Je vais vous résumer ça. Alors, en fait, on connaît un moyen de transformer du coup cet alcane pour qu'il devienne à la fin un aldéhyde. C'est via la spirale de Linen. La spirale de Linen, on sait que ça transforme un alcane en alcène via une oxydation, puis un alcène en alcool via une hydratation, puis cet alcool en aldéhyde via une autre oxydation. Donc la spirale de Linen, c'est oxydation, hydratation, oxydation. C'est les 3 premiers chaînons. Donc on va suivre la méthode de Linen. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire le chaînon 1 de Linen. Ça consiste à faire une oxydation d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1. Et pour cela, on va utiliser le coenzyme FAD, pas NAD+, parce que quand on passe d'un degré de fonction 0 à un degré de fonction 1, il faut utiliser le coenzyme FAD. Donc, hop, on va faire ça comme ça sur notre copie. FAD qui devient FADH2. Voilà. Donc du coup, on a obtenu un alcène. Et cet alcène, il va subir une hydratation. C'est le deuxième chaînon de Linen. Donc on va faire rentrer une molécule d'eau. Hop là. Et elle est juste ici. Voilà, donc on a formé de l'alcène à un alcool. Ok. Ensuite, troisième chaînon de la spirale de Linen, c'est une oxydation. Donc on va oxyder cet alcool et ça va devenir un aldéhyde. Donc, par contre, celui-là, c'est avec le NAD+, parce qu'on passe d'un degré de fonction 1 à un degré de fonction 2. NADH plus H+. Donc on est d'accord, ici c'est degré de fonction 1 et ici c'est degré de fonction 2, car pour rappel, un aldéhyde, c'est comme ça. Ok. Voilà, si c'est pas clair, ça c'est un H ici. Donc voilà, on compte que ces deux-là. Donc degré de fonction 1 à un degré de fonction 2. Ok. Donc voilà, on a fait ce qu'on appelle de là à là la méthode de la spirale de Linen. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au tout début de la vidéo qu'il faut connaître son cours. Voilà. Donc on obtient un aldéhyde. Et cet aldéhyde, d'après nos connaissances, on peut l'oxyder pour que ça devienne un acide carboxylique. Je vous ai remis ça, c'était sur le diapo du prof. Alors, on a fait ce chemin-là, on est parti d'un alcane, on a fait une oxydation, ça s'est transformé en alcène, puis on a fait une hydratation, on a obtenu un alcool, puis on a fait une oxydation, on a obtenu un aldéhyde. Donc du coup, à partir de là, on veut avoir ce résultat-là. Et pour ça, il faut juste faire une oxydation d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une oxydation d'un degré de fonction 2, parce qu'on sait que c'est un degré de fonction 2, un degré de fonction 3, donc du coup ça utilise le NAD+, qui donne NADH plus H+, et c'est irréversible, comme je l'ai dit dans mon rappel sur la vidéo de la lecture. Donc voilà, on se retrouve avec ça, et maintenant en fait on peut s'en débarrasser, parce que c'est un CO2 qu'on peut enlever.
Donc on va faire notre rupture de squelette par décarboxylation. Et on se retrouve avec notre propionyl-CoA. Voilà le résultat final, on a terminé. Par contre, cette rupture de squelette par décarboxylation, attendez, je vais quand même mettre le CO2. Voilà. Cette molécule, en fait, je sais pas ce que c'est. Je sais, c'est pas du tout un alpha-cétoacide, c'est pas du tout un bêta-hydroxyacide, c'est pas du tout un bêta-cétoacide. Je sais pas ce que c'est, donc je saurais pas dire c'est quel type de décarboxylation. Mais en général, quand on a une décarboxylation, l'enzyme c'est une décarboxylase. Mais vous mettez pas ça tout le temps, hein. C'est vraiment si vous voyez que c'est aucun des trois qu'on a appris, aucun des molécules genre alpha-cétoacide, bêta-cétoacide, bêta-hydroxyacide, vous mettez décarboxylase. Donc voilà. Et c'est irréversible car on passe d'un degré de fonction 3 à un degré de fonction 4 juste ici. Voilà, on a terminé la première prévision. On va passer directement à l'exercice 2. Je sais qu'il y a un grand B dans l'exercice 1, mais permettez-moi de le faire dans une autre vidéo parce que en fait ça ressemble à ce qu'on vient juste de faire, à peu près, et c'est pas pertinent. Je préfère vous faire l'exercice 2, c'est différent et plus stimulant. Donc du coup, on a cette molécule qui va réagir avec l'acétyl-CoA et ça va donner cette molécule. Alors, du coup, j'ai oublié de cacher mes réponses. Bon, c'est pas grave, essayez de suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir les processus majeurs. Donc, d'abord, on commence par le squelette carboné. C'est pas la même méthode, c'est pas exactement la même méthode que la lecture. Donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez votre méthode de lecture de côté. Alors, en fait, on a 1, 2, 3, 4, plus 1. Et ça donne 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il y a eu une synthèse de squelette. On a fusionné ces deux-là pour avoir 5 liaisons CC. C'est comme ça que je le comprends. Donc il y a eu une synthèse de squelette. Mais c'est pas tout. On voit qu'il y a un CO2 ici qui a été produit. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a aussi eu une rupture de squelette par décarboxylation. Donc voilà. Pour la synthèse de squelette, c'est pas du tout une synthèse de squelette par carboxylation. Aucun CO2 n'a été ajouté, comme on peut le voir sur le produit. Donc du coup, en fait, c'est une synthèse de squelette par aldolysation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a trouvé une synthèse de squelette, c'est la première chose qu'on doit faire. En fait, c'est le premier chaînon de notre prévision. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une aldolysation entre celui-là et celui-là. Il y aura un CH mobile qui va se fixer sur la fonction OXO juste ici. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on a trouvé une synthèse de squelette par aldolysation et une rupture de squelette par décarboxylation. J'espère avoir bien expliqué. Alors du coup, on passe au redox. Donc on fait comme l'exercice d'avant, on compte le nombre de liaisons CC, le nombre de liaisons CO. Alors bon, CC, on a dit qu'il y en a 4. CO, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Parce que lui, il fait un double liaison ici, plus une ici, ça fait 3. Donc 3 plus 2, 5. Ensuite, pour celui-là, on a une liaison CC et 2 liaisons CO et une liaison CS. Et enfin, pour celui-là, on a 5 liaisons CC, 5 liaisons CO. Et c'est tout. Et pour celui-là, on a 4 liaisons CO. Voilà, je vous ai tout résumé ici. Voilà. Donc du coup, j'ai trouvé à la fin que le degré de fonction du substrat, c'est plus 13 et le degré de fonction du produit, c'est plus 14. Donc j'ai bêtement appliqué la formule degré de fonction du produit moins degré de fonction du substrat. Plus 14 moins plus 13, ça donne plus 1. Donc on a trouvé une oxydation. Ensuite, pour les hydrolyses condensation, il faut juste regarder à peu près. Donc, du coup, on voit que tu vois, si ces deux-là fusionnent, du coup, il y a un HS-CoA voilà, qui est forcément sur cette molécule. Mais en fait, non. En fait, non, pas du tout. Donc, ça veut dire que
il y a eu une hydrolyse de HSCoA. Peut-être que c'est une erreur, ou... Enfin, je pense pas que ce soit une erreur, mais normalement, ils sont sympas. Ils le notent comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est censé être visible s'il y a eu une hydrolyse, condensation. Donc normalement, au partiel, c'est comme ça, sauf si ils nous trouvent assez malins pour le deviner nous-mêmes. Donc voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. On voit qu'il n'y a plus du tout de SCoA, donc il y a eu une hydrolyse d'un HSCoA. Je ne vois pas de condensation, donc voilà, il y a juste eu une hydrolyse. Donc on a trouvé une synthèse de squelette par aldolysation, une rupture de squelette par décarboxylation, une oxydation et une hydrolyse. Voilà ce qu'on a prédit. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la suite. Alors, comme j'ai oublié de cacher, c'est pas grave. Alors, en fait, comme on l'a dit, quand on a une synthèse de squelette, on commence tout de suite par ça. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire ma synthèse de squelette avec l'acétyl-CoA, que j'ai développé un peu ici, et l'autre molécule. Donc, du coup, on aura un CH mobile qui va se fixer sur la fonction oxo ici. Donc du coup voilà le résultat de ce côté-là. Si vous voulez plus de précision sur l'aldolysation, allez voir ma vidéo sur la lecture. Donc voilà, on a notre synthèse de squelette par aldolysation, mais on a prédit une hydrolyse d'un HSCoA. Et en fait, quand vous voyez ça, vous vous dites mais attendez, c'est Krebs en fait, c'est le chaînon 1 du cycle de Krebs. Je connais quelque chose qui fait une synthèse de squelette par je corrige, par aldolysation. Je connais une réaction qui fait synthèse de squelette par aldolysation, hydrolyse pardon, et synthèse de squelette. C'est le chaînon 1 du cycle de Krebs. Donc du coup, c'est vraiment parfait parce que du coup, j'ai fait ma synthèse de squelette et j'ai fait mon hydrolyse d'HSCoA. Donc voilà, c'est ça la réponse. L'enzyme, du coup, pour une hydrolyse plus synthèse de squelette par aldolysation, c'est une synthase. Et du coup, c'est irréversible. L'aldolysation, elle est réversible, mais quand elle est couplée à l'hydrolyse, c'est irréversible. Donc voilà, on se retrouve avec cette molécule ici présente. Ensuite, soit on suit Krebs dans notre tête, soit sa logique. En fait, on voit qu'on a un OH qui est mal placé parce qu'il est entouré de trop de carbone. Donc du coup, on va faire une déshydratation pour pouvoir bouger ce OH. Parce qu'en fait, on a envie de l'oxyder. De toute façon, en fait, dans notre prédiction, on a une oxydation à faire, mais là, on ne peut pas l'oxyder. Donc du coup, faut le changer de place. Alors du coup, pour ça, on fait une déshydratation. C'est ce qu'on fait aussi dans le cycle de Krebs. Donc voilà, déshydratation, puis une réhydratation. Voilà, vous pouvez vérifier, c'est du cours. C'est pas les mêmes molécules, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on bouge un OH via le cycle de Krebs, comme on l'a appris. Donc du coup, voilà, j'ai réhydraté. Le OH, il est beaucoup mieux placé. Il n'est pas entouré de trop de carbone, donc ça va. Alors du coup, on se rend compte que on obtient un bêta-hydroxyacide, c'est ça. Et d'après nos connaissances, un bêta-hydroxyacide, il peut subir une rupture de squelette par décarboxylation. Et ça tombe bien, parce que dans nos prédictions, on avait une rupture de squelette par décarboxylation à faire. Donc, il faut connaître son cours. En fait, la décarboxylation d'un bêta-cétoacide, c'est d'abord, on fait une oxydation, et ensuite, on fait la rupture de squelette. Voilà. C'est irréversible. Le coenzyme, c'est NADH, enzyme déshydrogénase. Voilà, c'est du cours. C'est comme ça qu'on je sais pas comment on dit, qu'on fait une décarboxylation pour un bêta-hydroxyacide. Il faut connaître à quoi ça ressemble, du coup, un bêta-hydroxyacide.
Voilà, donc du coup, on se retrouve avec notre molécule finale. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CC. Et on a fait toutes nos prédictions. On avait une rupture de squelette par décarboxylation, on l'a fait là. On avait prédit une oxydation. Est-ce qu'elle est mon oxydation? Ah oui, pardon, désolée, elle est là. On a prédit une synthèse de squelette, on l'a fait là. Paraldolisation, on l'a fait là. Et une hydrolyse d'un HSCoA, on l'a fait juste ici. Voilà, on a fini. On a fini l'exercice. J'espère que c'était assez clair. Vous inquiétez pas, je compte absolument corriger aussi l'exo B, je ne l'oublie pas. Mais je ferai ça dans une autre vidéo. Donc j'espère que vous avez compris. Sinon, si vraiment c'est pas clair, vous pouvez me poser des questions. Moi, ça me dérange absolument pas. Vous m'écrivez sur Discord ou peu importe. Je répondrai toujours, vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous avez compris, que vous aurez une bonne note.